Donc nous sommes dans notre 15e émission qui est consacrée à la hernie inguinale et l'anesthésie loco-régionale. Et vous allez voir qu'on a beaucoup de solutions à proposer. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Qui veut dire direct dit vous pouvez nous poser des questions et avec Sébastien on aime ça. Oui, on aime bien les questions. On aime bien les questions. Surtout quand elles sont nulles. Oui, alors c'est vrai. Parce que veut dire comme elles sont nulles, on peut y répondre. Des questions un peu merdiques. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à nous les poser par chat. Et puis, comme toujours, on tient à remercier notre sponsor, hein, les laboratoires Bibrone. Ouais, c'est ça. Non, de l'autre côté. Les laboratoires Bibrone, qui nous soutiennent depuis maintenant plusieurs années et avec qui on peut monter tous ces programmes de formation. Et puis le plaisir d'être en direct avec vous. Donc voilà, encore merci. Tout d'abord, on va commencer l'émission par une petite mise au point sur la place de la LR dans la cure de la hernie inguinale, qui sera présentée par moi-même. Après, nous aurons un film sur la hernie qui a été réalisé par Thierry Garnier et Sébastien Bloch. Normalement, un diaporama, mais c'est celui de Marc Bossier qui va nous faire un petit peu les mises à jour sur les infiltrations pariétales et tout ce qui touche à l'analgésie post-opératoire. Et il se passe beaucoup de choses en ce moment. Et puis nous aurons un film sur la sonoanatomie de la paroi abdominale, pas un film d'ailleurs en direct. Ça sera fait par Sébastien. Et puis on pourra lui poser toutes les bonnes questions qui nous vont bien sur ce que l'on va observer sur l'écran. On terminera par, comme d'habitude, par l'article du mois qui sera fait aussi par Sébastien. Et puis l'émission devrait se terminer, j'espère alors. Voilà. Alors, on va mettre en marche la première diapo. Alors, quelle est la place de la LR pour la cure de la hernie inguinale? Alors, clairement, vous savez que ça fait partie des 53 gestes qui doivent se faire en ambulatoire. C'est un geste qui est extrêmement fréquent puisqu'il y a plus de 200 000 hernies inguinales réalisées par an. Et nous avons globalement, c'est une activité qu'on a ici régulièrement, fréquente. Et qui dit ambulatoire, pour nous, en tout cas, et puis c'est les recommandations, clairement, c'est ALR, ALR, ALR et ALR. C'est-à-dire que globalement, il va falloir en mettre partout pour que nos patients puissent rentrer dans de très bonnes conditions à domicile. Alors, un petit rappel sur l'innervation de la paroi abdominale. Vous voyez que la paroi abdominale est innervée, en tout cas pour la partie supérieure, par les terminaisons des nerfs thoraciques du T7 à T12. Et puis, on a le bas de la paroi abdominale qui est innervé par L1, très peu L2, mais essentiellement T12 et L1. N'oubliez pas que, là, ce n'est pas le cas, mais que ces terminaisons ont de nombreuses variations et des liens sur le côté opposé. Alors, on a sur le dessin, on a ici les représentations des dermatomes. Les dermatomes ne font pas forcément les plans profonds. Donc on sait que la région qui nous intéresse va se situer aux alentours de T12 et de L1. Hein, c'est la région qui va nous... Et puis L2, évidemment. Hein, tout est étroitement lié. Alors je vous ai mis volontairement le nerf génito-fémoral ici représenté dans ce petit schéma. Parce que vous allez voir, il a une importance dans un cas de figure que je vais développer un peu plus loin. Mais c'est un des nerfs qui va nous intéresser dans la hernie, le traitement de la cure de hernie inguinale sous anesthésie locale. Alors, voici le trajet, j'espère que vous le voyez. On voit ici le nerf ilio-hypogastrique et le nerf ilio-inguinal qui vont circuler tout au long de la paroi, qui vont circuler entre les muscles, entre le muscle transverse et le muscle oblique. Et puis vous avez des rameaux cutanés qui vont innerver d'ailleurs la hanche. Hein, c'est pour ça que c'est très intéressant de bloquer ces nerfs de mer très postérieure pour toute la crête iliaque. On aura l'occasion éventuellement d'en parler plus tard. Et puis vous avez bien évidemment le nerf là ici qui passe dans le psoas, qui est le nerf génito-fémoral et qui va aller se rendre jusqu'au niveau du scrotum. En tout cas, le nerf ilio-hypogastrique, c'est L1, un peu T12. C'est L1, un peu T12. Le nerf ilio-inguinal, c'est L1. Et le nerf génito-fémoral, c'est essentiellement L2. Voilà. Donc on y est. Hein. Ce sont tous les nerfs qui nous intéressent pour avoir une bonne analgésie et une bonne anesthésie de cette région. En tout cas, toutes ces variations, il y en a plein, font qu'il n'y en a pas à un endroit, ou très peu, c'est au niveau de la crête iliaque.
on a de la chance, au niveau de la crête iliaque, les deux nerfs sont dans le même plan de diffusion. Et donc ça, Sébastien vous le montrera très bien. C'est assez fréquent d'ailleurs de voir les deux nerfs. Ça dépend bien sûr de la capacité de votre appareil d'écho, mais vous verrez que très souvent, on les voit. Alors, une cure de hernie, elle peut se faire sous AG ou rachis, tout simplement, soit parce qu'elle est volumineuse, soit parce que votre chirurgien, votre patient refuse autre chose que l'anesthésie générale. Dans ces cas-là, l'ALR, elle sera uniquement consacrée elle sera utilisée pour l'analgésie. Alors, pour l'analgésie, dans ce cas particulier, qu'est-ce qu'on a? On a l'infiltration par l'anesthésiste qui va pouvoir vous proposer soit un tab-bloc par la voie classique, soit un bloc du carré des lombes T12 L1, d'accord. Et c'est un bloc qui est très postérieur. Sébastien vous le montrera tout à l'heure. Ça, c'est si votre chirurgien n'a pas fait d'infiltration en opératoire. N'oubliez pas que l'infiltration, mais ça, Marc Bossier nous en parlera. L'infiltration, il faut faire l'infiltration des plans aponévrotiques ainsi que l'infiltration des plans sous-cutanés, pas uniquement une infiltration sous-cutanée. Donc globalement, dans ce cas de figure, c'est votre chirurgien qui prend la main, soit il ne l'a pas fait, et c'est vous qui pouvez proposer un tab-bloc en salle de réveil, ou alors un bloc du carré des lombes. Dans le cas de la hernie sous-locale, vous avez un ciel ouvert. Donc là, on va se retrouver dans une situation où vous allez pouvoir faire l'anesthésie et l'analgésie. Vous avez le bloc ilio-inguinal et c'est donc le bloc du nerf ilio-inguinal et des nerfs ilio-hypogastriques. Donc on va avoir une succession de papiers, donc c'est sous écho et pas autrement. Ça, je crois que les choses sont claires. À la crête iliaque, pourquoi à la crête iliaque? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les nerfs sont dans le même plan. Donc ça, c'est parfait. Nous sommes loin du nerf fémoral, qui était une des complications que vous avez peut-être vu les anciens déjà, ou qu'on peut avoir quand on met des gros volumes avec un risque d'aller bloquer le nerf fémoral. C'était surtout vrai à l'aveugle. C'est la raison pour laquelle, sous écho, on n'a pas ce problème, et d'autant qu'on est loin de nerf fémoral. Il ne faudra jamais oublier d'anesthésier le plan cutané de l'incision, hein, parce que ce n'est pas du tout suffisant pour la peau, et de bien anesthésier notamment le bord médial de l'incision. Mais sans sédation, ce bloc n'est pas suffisant. Sans sédation, ce bloc n'est pas suffisant. Vous allez être obligé de l'associer à un bloc du nerf génito-fémoral. Un bloc du nerf génito-fémoral. Alors, je vous ai mis juste ce papier parce qu'il est sorti en 2005 dans le BJA et qui montre bien, on voit très bien là-dessus, que quand il y a, là c'est des enfants hein, qui sont faits sous anesthésie générale, quand il y a un bloc ilio-fémoral, le pourcentage d'accélération du rythme cardiaque est très faible quand on tire sur le sac carnière, quand le chirurgien tire sur le sac carnière. Par contre, quand il n'y a pas de bloc génito-fémoral, on a une augmentation sensible du rythme cardiaque. Donc le bloc génito-fémoral a pour objectif d'éviter la douleur lors de la traction du sac carnière par le chirurgien. Alors, que peut faire l'anesthésiste? Eh bien, un bloc du nerf génito-fémoral. Voilà. C'est pas très compliqué, Sébastien va vous le montrer. C'est même assez facile. Voilà, donc faut le savoir, on peut faire ce bloc-là nous-mêmes, mais on peut aussi le faire par le chirurgien qui, quand il se trouve sur le sac hernière, injecte dans le cordon un petit peu de produit et lèvera la douleur au moment où il fera la traction. Ça vous permet de le faire carrément, cette chirurgie sans sédation, sans rien du tout. Hein. Alors, on a maintenant sous le problème de l'ALR pour hernie inguinale sous célioscopie. Alors, chez nous, on a deux chirurgiens, un qui font la technique de Liechtenstein, donc ouverte, et l'autre qui nous fait les hernies essentiellement sous célioscopie. Alors là, je vous ai mis toute une série de papiers, mais je ne vais pas vous noyer là-dedans, de 2012, 2013, 2015. En grosso, c'est toujours la même chose. Ils comparent tab-bloc et infiltration des trous de trocar, et à chaque fois, eh ben, on n'a pas de différence. Et l'injection dans le trou de trocar égale le tab-bloc. Donc, votre chirurgien n'a pas oublié, vous lui avez rappelé, il injecte, hein, on verra la quantité, eh ben, vous aurez une anesthésie parfaite, des trous de trocar, il n'y a pas besoin de tab-bloc. Votre chirurgien ne l'a pas fait. Vous faites 2 tab-blocs si vous voulez couvrir parfaitement l'analgésie pour que votre patient puisse rentrer à la maison rapidement.
Donc, trou de trocard. Voilà, nous, c'est ce qu'on fait quand il y a la célioscopie, mais pas que pour la hernie, d'ailleurs, pour tout. Hein. Alors maintenant, un petit peu, je sais que vous aimez ça, un petit peu de recettes. Hein. Bon, alors c'est des recettes de Galien, et encore, elles peuvent modifier un petit peu. Enfin, voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Pour une hernie à ciel ouvert, qu'elle soit sous-agée ou rachis, ça va être soit un TAP 20 cc de Ropi à 0,2, donc analgésique, soit infiltration à la fin de l'intervention par le chirurgien. Voilà, clairement, c'est ce que l'on fait. Ensuite, si on a décidé de faire un bloc ilio-inguinal, ilio-hypogastrique associé au génitofémoral, ce que l'on fait, dans ces cas-là, on va faire, n'oubliez pas, l'asso-cutané pour l'incision, en moyenne 5 cc de Ropi à 0,375. Ilio-hypogastrique, sur les nerfs ilio-hypogastriques, vous allez voir, 10 à 15 cc, 15 franchement c'est beaucoup. Hein. Je ne pense pas que Sébastien dans le film ait fait 15 cc. C'est vraiment des tout petits nerfs et tellement attrapables que franchement, je pense que 10 cc suffit de 0 à 375. Et puis, vous avez le nerf génitofémoral pour lequel on va injecter 5 cc. Alors, il y en a qui font dedans, il y en a qui font à côté, il y en a qui font à côté et dedans. Ça, je pense que pour le moment, il n'y a pas de papier, il n'y a rien d'écrit trop là-dessus. Sauf, alors, on a... vous pouvez me remettre la diapo, s'il vous plaît? OK. Donc là, hop. Et puis, vous avez la hernie sous célioscopie. Dans ces conditions-là, c'est tout simple. Nous, on fait pratiquer 5 cc de Ropi à 0,2 par trou de trocard pour avoir une très bonne analgésie pour toutes les célioscopies et pas uniquement l'hernie inguinale. Voilà. Donc ça, c'était une petite mise au point. Et puis, on va... oui. Donc voilà. Alors voilà. Donc après la petite mise au point de Luc, qui vous a permis de bien comprendre un peu les problématiques auxquelles on était confrontés, juste pour introduire un peu le film qu'on a monté avec Thierry, qui est effectivement une hernie, Liechtenstein, donc une voie ouverte, qui est chez un patient qui est endormi, parce que comme je vous l'expliquerai, en fait, la hernie était un peu conséquente. La manière dont ça s'est passé en fait à Quincy pour les hernies sous-locales, c'est qu'on avait 2 chirurgiens qui avaient l'habitude de faire des hernies sous-locales pures eux-mêmes. En fait, pour les aider, on a regardé un petit peu la natte au début du TAP et des blocs spécifiques du nerf ilio-inguinal et hypogastrique. On s'est rendu compte que ça permet de gagner du temps, de les faire nous-mêmes, parce que comme ça, le chirurgien arrive et en fait, il peut directement commencer sa chirurgie et il n'est pas obligé d'attendre étape par étape de pouvoir faire son infiltration pariétale, plan par plan. Ouais. Ça permet de gagner du temps, gagner en sédation aussi, gagner en adhésion du patient, gagner en confort du patient et les chirurgiens ont trouvé ça plutôt intéressant. Donc c'est ce qu'on va vous montrer ici, mais comme je vous le dis, chez ce patient-là, la hernie était vraiment volumineuse et c'était vraiment plus confortable parce que ça, avec l'habitude, on s'est rendu compte que pour eux, c'était un inconfort extrême sur des grosses hernies, aussi bien pour le chirurgien que pour le malade. C'est pour les deux en fait. Hein. Et voilà, et c'est pour ça qu'on a préféré en fait, dès que c'est un peu important, le chirurgien nous le dise et on peut rajouter soit une rachis, soit une AG. Là, c'est une AG chez ce jeune monsieur. Donc voilà, Thierry, tu vas pouvoir envoyer ce film incroyable et qu'on présentera après à Cannes. Normalement, après on le présente à Cannes ou on ne sait pas bien. Utilisez le chat. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Donc on va vous présenter là un film d'un patient qui est opéré d'une chirurgie hernière par voie ouverte. Alors il y a différents types de possibilités en termes d'analgésie, soit l'infiltration chirurgicale pure, soit le TAP bloc. Et là, on va vous présenter une combinaison de différents blocs, le bloc des nerfs ilio-inguinaux, ilio-hypogastriques et génitofémoral qu'on réalise en préopératoire. Alors c'est des blocs qu'on réalise parfois chez des patients qui sont ensuite sédatés pour bénéficier d'une chirurgie sous ALR quasiment pure. Mais lorsqu'on a des grosses hernies, c'est plus confortable pour le patient de réaliser à la fois ces blocs et ensuite de combiner avec une anesthésie générale ou une rachianesthésie. Là, on a choisi une anesthésie générale et on fait le bloc en préopératoire, à la fois pour être bien en post-opératoire sur le plan analgésique, mais aussi pour pouvoir diminuer les consommations d'anesthésiques en péropératoire. Donc nous sommes là en présence d'un très gentil monsieur qui va bénéficier d'une chirurgie hernière par voie ouverte, chez qui on va proposer une analgésie par des blocs de parois. Donc il y a plusieurs possibilités, soit une infiltration chirurgicale pure, soit le TAP bloc, soit la combinaison du bloc ilio-inguinal ilio-hypogastrique et du bloc du nerf génitofémoral. Donc on va réaliser cette combinaison de 2 blocs qui peut être réalisée aussi bien pour l'anesthésie que pour l'analgésie. Chez ce patient, ce sera de l'analgésie parce qu'il a une hernie un peu conséquente et que ça peut être un peu compliqué de le réaliser simplement sous bloc de parois et sédation. C'est pour ça que ce patient bénéficiera ensuite d'une anesthésie générale. Mais on préfère réaliser le bloc initialement avant la chirurgie pour lui offrir une analgésie de qualité et diminuer aussi en péropératoire les consommations de produits d'anesthésie.
Là, vous allez voir les repères. Ici, l'épine iliaque antéro-supérieur, là l'ombilique. Et c'est sur cette ligne tracée entre l'épine iliaque et l'ombilique qu'on va réaliser le bloc des nerfs ilio-inguinaux et ilio-hypogastriques. Ce qui sera important, c'est de faire pivoter un petit peu la sonde pour pouvoir visualiser très nettement les structures musculaires. Et pour ça, il va falloir l'incliner vers l'aile iliaque. Un petit peu de gel. Elle a été couverte par une gaine, donc du gel sur la paroi abdominale du patient. Je vais déposer la sonde, donc, comme je vous l'avais dit, entre l'épine iliaque et l'ombilique, et on revoit très nettement ici le péristaltisme abdominal avec au-dessus un muscle qui est le grand droit, et en inclinant un petit peu la sonde vers l'extérieur, donc vers l'épine iliaque, on va retrouver une première bande très hyperéchogène et très profonde ici, qui est l'aile iliaque, c'est vide d'écho, et vous avez juste au-dessus, là, si vous suivez la flèche, on va reconnaître ici le muscle iliaque. Et c'est au-dessus qu'on va retrouver les différentes structures musculaires que sont le transverse, l'oblique externe et l'oblique interne. Donc une première ligne hyperéchogène très profonde, qui est ici l'os iliaque, vide d'écho, au-dessus le muscle iliaque, un petit peu dessus le transverse, et enfin les deux muscles, oblique interne, oblique externe, et entre le transverse et les deux obliques, artère et nerf. On va mettre maintenant sur la structure pulsatile ici un petit coup de Doppler qui confirme bien l'existence d'une structure vasculaire, une artère circonflexe qui va venir courir à côté des nerfs ilio-inguinaux et ilio-hypogastriques. C'est un très très bon repère, d'autant que chez ce patient c'était un petit peu difficile puisqu'on avait les muscles obliques externes et obliques internes qui étaient un peu fusionnés, on n'avait pas cet aspect de trois feuillets, oblique externe, oblique interne et transverse. Donc là, le Doppler était vraiment un élément assez intéressant parce qu'il permet de visualiser l'artère et on sait que juste à côté, on va retrouver les structures nerveuses. Alors là, je vais essayer de réaliser une approche dans le plan. C'est assez aisé parce qu'en fait, il y a un petit peu d'espace entre l'épine iliaque et la sonde. Parfois, vous avez la sonde qui est quasiment sur l'épine iliaque antéro-supérieure et c'est très compliqué de pouvoir faire une approche dans le plan. Il faut alors utiliser une approche en dehors du plan. Mais là, ça va toucher et l'approche dans le plan, là, elle va vraiment être aisée parce qu'il y a un petit peu de place et on voit très joliment l'aiguille qui descend tout doucement entre le transverse et les obliques qui va venir cheminer juste à côté de l'artère, un petit coup d'hydrolocalisation pour reposer les structures vasculaires et continuer à progresser. Voilà, tout doucement. Là, c'est juste au-dessus de l'artère, dans le plan entre les deux feuillets musculaires. Alors là, il y a quelqu'un qui injecte. L'injection qui est faite par une autre personne permet de bien disséquer les différents espaces intermusculaires. Pour tous les blocs de paroi, on a l'habitude d'être aidé, alors que pour la plupart des blocs, autres blocs, on les fait seuls. Et là, on voit très très bien, hein, l'injection permet vraiment une très belle dissection entre les différents. Donc là, je retire l'aiguille. Voilà. En descendant un petit peu maintenant vers le pubis, je vais vous montrer l'autre approche à réaliser, donc le bloc du nerf génitofémoral. J'ai fait un petit repère avant en palpant un petit peu le pubis pour repérer le cordon spermatique qu'on sent très très bien à la palpation. Et là, on le voit maintenant très nettement, hein, cette structure au centre de l'écran un petit peu arrondie. Et vous reconnaissez une ligne très hyperéchogène ici qui est le pubis, et au-dessus du pubis, le cordon spermatique avec au sein des structures vasculaires, artères et veines. Un petit coup de Doppler pour vérifier la situation des structures vasculaires au sein du cordon. Voilà, on voit très très bien ici le cordon et les vaisseaux. Alors pour le cordon, l'approche la plus simple, c'est l'approche en dehors du plan, ce qui va permettre d'accéder tout doucement, petit à petit vers le cordon et d'infiltrer dessus-dessous. C'est difficile, a priori la branche génitale du génitofémoral, elle va venir courir au sein du cordon. Donc là, ça passe, hop, ça touche un petit peu la peau, tops. On va faire une petite injection, voilà, pour pouvoir savoir où se trouve l'aiguille. Encore un petit peu une progression, pouf, un petit ressaut. Ça permet de visualiser avec les injections l'anesthésie locale. Et on voit très nettement la distribution qui se fait au sein du cordon, tout en respectant les structures du cordon, structures vasculaires, nerveuses et déférents, et injection de 3-4 cc. Dernière injection, l'injection sous-cutanée, qui est nécessaire et indispensable parce qu'en fait, vous avez des ramifications contralatérales qui vont venir innerver la partie médiane et donc ça permet
vraiment d'avoir une anesthésie cutanée de qualité, de pouvoir réaliser le bloc ou la chirurgie très facilement. Alors, elle ne serait pas nécessaire puisque le patient va être endormi, mais c'est vraiment pour vous montrer l'ensemble des différentes infiltrations qu'il faut réaliser pour pouvoir être efficace en anesthésie comme en analgésie. Une dernière petite chose, là je rebadigeonne un petit peu, je vais vous montrer que le nerf fémoral est vraiment à proximité des différents blocs qu'on a réalisés. Là vous avez l'artère et la veine fémorale, hop, un petit peu plus latéral. Latéralement, on distingue maintenant ici, très hyperéchogène et rond, avec une artère très calcifiée, le nerf fémoral. Et si on remonte tout doucement, vous allez voir depuis ce nerf fémoral, ça va remonter un tout petit peu, et en remontant tout doucement, eh bien, on va retrouver le cordon spermatique. Donc c'est vraiment important, voilà, en remontant tout doucement. Ici, on va retrouver de la distribution de la vésicule locale au sein du cordon spermatique. Voilà, par là. Voilà, on voit très très bien maintenant. Ici, on le voit nettement. On voit bien le cordon plus la diffusion de la vésicule locale. Bon, bah là, vous reconnaissez l'anesthésie générale, les plus standards. Hein, le patient qui va être intubé pour cette chirurgie. On réalise vraiment les anesthésies générales bien standards pour ce type de chirurgie quand on a de grosses hernières. Là, on voit très nettement et très joliment la dissection du cordon. Alors, lorsque l'infiltration n'a pas été faite, il est important de faire l'infiltration par le chirurgien. Alors, il y avait une très belle infiltration du cordon retrouvée par le chirurgien avec une jolie dissection qui est faite maintenant. Là, on voit très nettement d'un côté le cordon, de l'autre côté, ici le sac hernière et là le cordon, donc ont été très très joliment disséqués. Et puis donc, fin de la chirurgie. Très bien, donc maintenant nous sommes à 3 heures de la fin de la chirurgie, on va pouvoir tester le bloc ilio-inguinal et ilio-épigastrique de façon à voir si le bloc est diffusé sur le territoire du nerf fémoral. Donc pour ce faire, je vais donc tester ici le territoire du nerf fémoral. Est-ce que vous sentez bien ici, monsieur? Oui, il n'y a pas de problème, donc on va tester également sur le plan moteur. Vous allez plier la jambe comme ceci et donner un coup de pied, voilà, hop, voilà, donc on a une belle extension de la jambe sur la cuisse, donc ce qui montre qu'on n'a absolument pas de bloc moteur du nerf fémoral. C'est bon, vous pouvez arrêter, monsieur. Donc le bloc ilio-inguinal n'a absolument pas diffusé sur le territoire du nerf fémoral, donc il est parfaitement apte à la déambulation. Il va donc pouvoir marcher d'ici quelques minutes. Eh ben, nous revoilà. On va passer maintenant donc à un petit épisode de Son Anatomie pour refaire le point sur tout ce qui peut se passer au niveau du plan transverse, donc tout ce qui peut être bloc du plan du muscle transverse. Alors là, c'est pas une jolie jeune fille que je vous présente, mais c'est un bon gars qui fait dodo là, qui est un de nos très gentils brancardiers, qui s'est prêté au jeu de la sonoanatomie. Je vous ai mis quelques repères sur sa paroi abdominale. Donc vous avez l'ombilic, c'est pas très compliqué, hein. J'ai mis un truc, mais c'était juste pour faire joli. Après, j'ai mis ici le rebord costal et ici la crête iliaque. Et en fait, tout ce plan-là va être le plan transverse, et c'est au niveau de ce plan transverse qu'on va discuter un peu les différents blocs. On ne va pas partir de la région la plus plexique pour aller vers la distalité. On va partir de la distalité et on va aller vers le trait plexique, parce que c'est comme ça qu'on retrouve très simplement les éléments et les différentes régions du plan transverse. Et en fait, quand on va partir de la région très distale, on va avoir, si on fait ces blocs, un bloc très localisé. Et plus on va aller latéralement, plus on va aller sur un plan plexique, et plus vous allez avoir une diffusion de la vésicule locale important, et donc un bloc un peu plus étendu, comme vous l'a expliqué Luc au départ. Donc on va partir ici pour tous les tapes dans la région périombilicale, et là on voit très nettement, comme il est très très bien musclé, on voit super bien une grosse structure musculaire, le grand droit qui est ici effectivement, et dessous vous voyez très très bien le péritoine avec le péristaltisme, on voit très bien, et on a entre les deux, entre le muscle, la ponévrose et puis le péritoine, un petit espace un petit peu plus en dessous, un petit espace qu'on pourrait envisager, voilà, à cet endroit-là. Et donc effectivement, quand on va faire les blocs des droits, c'est quasiment à cet endroit-là qu'on pourrait injecter. Les blocs des droits ici permettraient d'avoir une anesthésie vraiment très localisée autour du point de ponction. Voilà, c'est ce qu'est en train de vous montrer Luc ici, avec une infiltration qui se fera juste entre la ponévrose du muscle et puis le péritoine. En fait, tu es très proche du péritoine là. Là, on est juste entre le péritoine et la ponévrose. C'est pour ça que si on souhaite, on peut faire des blocs un petit peu plus latéraux, ouais, voilà, qui vont déjà se faire entre le droit et puis la patte doigt qu'on voit apparaître avec l'oblique
interne qui est le plus gros muscle central, et puis après vous avez au-dessus l'oblique externe, et puis un petit peu plus en interne ici le transverse. Et donc on peut très bien faire aussi à cet endroit-là, de part et d'autre, pour une chirurgie par exemple de l'hernie ombilicale, eh bien une sorte de tab-bloc très distal qui permettra d'être vraiment très localisé pour une analgésie périombilicale. Après on va continuer à glisser, et là on va rentrer dans tout ce qui va être région du plan transverse, et on voit très nettement, je vais m'arrêter ici, alors que je suis juste entre les côtes et l'épine iliaque, on voit très nettement, en partant du fond, c'est plus simple de compter parce qu'on retrouve la cavité péritonéale, on voit très bien le péristaltisme ici. Après, vous allez avoir le transverse, après, vous allez avoir l'oblique interne, et puis après, vous allez avoir l'oblique externe, avec le muscle le plus dense et le plus important qui est toujours l'oblique externe, et puis l'oblique interne et l'oblique externe et le transverse qui sont un petit peu plus fins. Bon, là chez ce jeune homme il a vraiment une paroi avec des abdos qui sont monstrueux, parce qu'il a un transverse qui fait 1 cm. Qui est anormal. Bah, normal, souvent aux alentours de 5 non, mm. toi tu n'en as pas un comme ça, mais le mien est pareil. Ah ouais. Donc je vais continuer, toi te marre pas s'il te plaît, je vais continuer à glisser tout doucement pour me retrouver sur la ligne axillaire moyenne. Et là, on va tomber sur la pointe du transverse avec un fascia transversalis. Et tout à l'heure, Luc vous parlait du bloc du carré des lombes ou des blocs du fascia transversalis qui sont des blocs très proximaux, quasiment plexiques. Et alors qu'au début, vous allez avoir une distribution qui va se faire simplement quasiment autour du point de ponction et d'injection. Là, vous avez des distributions qui vont pouvoir aller de T10 à L1 quasiment quand vous êtes sur un tab bloc. Et dès que vous allez être un petit peu plus distal, il y a un papier qui vient de sortir dans RAPM qui montre que quand vous faites ce type de bloc, vous allez plutôt être aux alentours de T7, T12 à l'1 ou même T5, T12 à l'1. Effectivement, là, on va tomber sur le bloc du carré des lombes, puisqu'on va se retrouver vraiment très postérieur. La difficulté, c'est de pouvoir faire le bloc. Si on voit un petit peu mes mains, la sonde est vraiment très postérieure, donc il faut souvent tourner un petit peu les patients. Et puis vous avez très profond, donc le carré des lombes, avec au-dessus le muscle oblique interne. Donc là, on est vraiment très postérieur. Et regardez, on voit le péritoine, ou la cavité péritonéale qui est sur le plan ici en bas à gauche. On voit les mouvements et au-dessus, vous avez les muscles carrés des lombes, et ça va être au-dessus, entre ce carré des lombes et puis au-dessus le muscle oblique interne que vous allez être tranquille pour pouvoir faire votre bloc, avec là une distribution qui sera vraiment très importante. Alors ça c'est quand même ce qui s'appelait le triangle de Petit globalement. Ouais, ça pourrait être le triangle de Petit. Ça pourrait être un triangle de Petit. Maintenant, ce qu'il en est effectivement de la distribution, le seul papier moi que je connaisse, c'est le dernier d'RAPM qui fait T7, donc qui n'est pas tout à fait aussi étendu qu'on pourrait penser, parce qu'il ferait T7, T12, alors que sur le triangle de Petit, il y en a qui ont montré qu'il y avait des distributions quasiment il est péridurales jusqu'aux oreilles, quoi. Chez O'Donnell, oui. Mais bon, ça on ne sait pas très bien. En tout cas là, en refaisant un petit coup, puis je fais un peu des trucs parce qu'on attend Marc Bossier, mais en partant de la partie périombilicale et en glissant tout doucement entre le bord costal, le rebord costal et puis l'iliaque, et ben vous suivez les différentes structures musculaires tout doucement en essayant de déterminer le point de ponction qui sera pour vous le plus intéressant pour une chirurgie qui doit pour le plus souvent être une chirurgie sous-ombilicale. Les structures qui roulent là, c'est quoi? C'est les nerfs. N'amasse pas mousse en tout cas. Structure qui roule, n'amasse pas mousse. Eh oui. Chaque fois une petite blague. Non, mais c'est bon ça. Je suis plein d'humour en fait. Et ben, pour faire une différence, Monsieur Mercadal me dirait mets un coup de Doppler parce que t'en sais rien. Donc savoir ce que c'est, je crois que c'est un peu difficile de savoir si c'est structure nerveuse ou pas. Mais après, ça peut être du vasculaire effectivement. Donc un coup de Doppler, ça peut toujours aider à cet endroit-là. On va aller maintenant sur le bloc un peu plus spécifique qui vous a été présenté sur le film, et où là, la sonde est bien mise entre l'épine iliaque antéro-supérieure et l'ombilique. Donc je vais placer la sonde à cet endroit-là. Et puis, comme il vous avait été précisé sur le film, avec la nécessité d'avoir une petite inclinaison plutôt latérale pour pouvoir avoir comme premier repère l'aile iliaque. Donc on voit très bien l'os qui est ici, puisque c'est vide d'écho dessous. Et vous avez juste au-dessus le muscle iliaque. Et puis après, avec une forme de petit hamac, on va retrouver le muscle transverse. Si on va un petit peu, si je bec un petit peu vers l'intérieur, on va retrouver la cavité péritonéale qu'on retrouve dedans. J'essaie d'aller plus dedans pour
Elle est au-dessus de la flèche, Luc. Voilà, juste là. Voilà, ici, on voit le péristaltisme. Donc, je me Je vois rien. réoriente. Comment? Tu vois pas? Non, mais c'est bon. Pardon. C'est pas Je me l'angle. réoriente avec cette inclinaison vers l'aile iliaque. Et puis, on retrouve une structure qui est vraiment intéressante et qui est un super bon guide pour pouvoir réaliser ce bloc. On va mettre un petit coup de Doppler, Ouais, qui est cette artère. petite artère circonflexe qu'on va retrouver Elles sont toutes entre le circonflexes. transverse. Effectivement, elles sont toutes circonflexes. On Ouais. va le retrouver entre... c'est bon, ça suffit. On va se retrouver entre ouais. le transverse et au-dessus, les muscles... Ah pardon, il est déjà reparti. Ah non, je remets, bien sûr. Voilà, on va la retrouver ici. Et elle est donc entre le transverse et les obliques internes et externes qui sont souvent à cet endroit-là. Fusionné, non? Ouais, assez fusionné parce qu'il y en a un, c'est souvent une structure tendineuse qui est l'oblique externe. Donc Alors, là, chez- on voit très bien le plan de diffusion et d'injection Chez le les jeune homme. personnes âgées, elles sont quasiment tout le temps fusionnées. Hein. Ah oui, il n'y a qu'un tendon de l'oblique Ah, bien externe. d'accord. Là, chez lui, en fait, il est très musclé du dedans et pas très musclé de l'extérieur. Donc là, on a bien vu hein, l'ensemble des blocs avec ce bloc spécifique sur les branches de L1 pour pouvoir réaliser. Alors Oui. bon, j'avais dit entre 10 et 15 cc, tu mets combien en général? Alors, c'est assez C'est difficile tellement, parce qu'en fait, ce qu'on veut obtenir, c'est vraiment une belle distribution interaponévrotique Ouais. et qu'en fait, c'est pas nous qui injectons, on fait vraiment injecter soit à l'aller, soit au retour de Toujours, l'aiguille toujours. pour avoir cette ouverture de interaponévrotique et donc ça dépend. C'est Alors plutôt... dans certains cas, le Bonjour Marc. mais il est là, c'est super. Surtout, c'est bien parce que tu as pas eu d'un kikinement sur la route, c'est chouette. Parce que je crois qu'il flotte et que non, mais il flotte et en moto, c'était pas être rigolo. Donc il y a quand même il y en a qui ont tendance aussi à injecter un peu dans le muscle parce que les nerfs sont pas forcément toujours dans le plan. Oui, ils sont pas toujours dans le plan. Et de toute façon, on injecte toujours dans le muscle parce qu'on Ouais, a c'est ça. rarement directement dans le là, plan. voilà. Donc on a un petit peu de distribution. Ce qui a D'accord. été montré surtout en échographie, c'est que ça nous permettait, même si on était dans le muscle, d'être dans le bon muscle et donc pas dans le muscle le plus profond, dans le transverse ou dans le muscle forcément le plus superficiel. Alors je vais aller un petit peu chez le jeune homme, si je peux, vers Le pubis. la partie roubignolétique. T'inquiète pas. Hein. T'inquiète T'inquiète pas, pas, les filles, elles sont on en folles, a mais elles verront tous. rien. Hein. Et en Alors. me baladant, je ne veux pas trop l'embêter, mais en me baladant, on voit une petite structure au Alors. centre de l'écran. Attends, moi je vois rien parce que je suis sur le côté. Il ne voit rien, mais qui est au centre, Là. qui est juste Là. là. Et ça, franchement, ça Alors, ressemble Il y a franchement toujours très des bien vaisseaux dedans. en à un général, hein. cordon. Voilà, on voit bien. Non, il n'y a pas de vaisseau. il y a Bon. pas de vaisseau. Enfin, ou alors c'est pas très le réglage qui. D'accord. Enfin, on voit très très bien ici ce qu'est le cordon. Le plus simple hein, pour le cordon, c'est Là, franchement voilà, superbe. le plus simple. Hein, Attendez, on voit là, il y a bien des qu'il y a des vaisseaux, vaisseaux là. et des. Ouais, on Comment voit ça bien marche qu'il y a- pas là? Mais le plus simple pour le cordon, c'est si en a une, c'est l'artère fémorale. Mais le plus simple pour le Voilà. cordon, pardon, c'est vraiment d'aller d'abord le palper tout doucement parce qu'on le sent très bien, et puis après de venir claquer la sonde sur la zone où on a senti rouler le T'injectes de cordon. chaque côté dedans. Personnellement, dans le plan, en dehors du plan, pardon, on essaye toujours d'être en dehors, mais à chaque fois on rentre dedans. Ce qu'on sait, c'est qu'avec l'expérience qu'on en a pour le moment, les chirurgiens, ils n'ont jamais eu de drame quand ils dissèquent leur cordon, puisqu'en Parce fait, que, il y a la chirurgie voilà. qui se fait à cet endroit-là, comme on le fait en préopératoire. Il n'y a jamais eu de drame vasculaire, il n'y a jamais eu aucun drame. Quoi. Non, enfin, on sait quand même qu'une des complications de la chirurgie hernière, c'est l'atrophie du testicule quand le chirurgien serre un peu trop. Oui, ce cordon, mais ça, c'est Ouais, pas nous. non, mais bien c'est sûr, pas c'est pas décrit nous. en tout cas. C'est pas décrit en anesthésie, Non, mais c'est c'est pas décrit en décrit en complications de la Oui, chirurgie bien sûr, hernière. mais c'est pas décrit en tout cas par LR. Voilà. Juste pour terminer, comme avant que Marc commence, il y a d'autres tableaux qui sont présentés. Tiens. Ah bon, Luc il est parti, mais il y a Non, d'autres non, tableaux j'arrive. qui sont présentés, qui sont les tables sous-costales pour avoir un Alors. bloc des intercostaux assez premiers et pas terminaux. Et là, Là. vous avez le grand droit, effectivement, et on a très bien le transverse. Et quand on continue, on va retrouver oui, c'est ça le transverse, et on va tomber sur l'oblique interne et l'oblique externe. Donc, En fait, tout est tab bloc là. c'est le plan transverse. Donc, dès que tu as du transverse, en fait, tu as On du est tabloc. d'accord. Donc là, tu as du transverse, 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 tu as du transverse partout. Puisqu'en fait, le plan que je vous ai dessiné ici, c'est quasiment le le muscle, plan. hein. Voilà, c'est quasiment le plan du transverse. Donc après, vous le faites où vous voulez. Pour la chirurgie sus-mésocolique ou sus-ombilicale, plutôt par ici. Pour la chirurgie
sous-mésocolique, sous-ombilical, plutôt par là. Si vous voulez essayer de jouer le coup, où vous allez avoir une distribution large, quasiment pour le sus et sous-mésocolique, on va quasiment faire le carré des lombes ou quasiment... Tu auras la crête pour les prélèvements de greffe iliaque. Oui, on aura la crête, mais on peut l'avoir aussi sur d'autres blocs un peu plus distaux. Enfin, voilà ce qu'on vous a pu vous montrer sur l'ensemble. Oh, bah, regardez, là, on a encore une image encore plus jolie quand on est vraiment au niveau de la crête. Là, on voit les nerfs. Là. On voit très très bien. Regardez, là, parce que je suis vraiment au-dessus. On les a vraiment dans la petite artère. Effectivement, on doit les avoir là. Voilà. Et là, on voit vraiment l'ensemble des différentes structures très joli, chez le jeune homme. Donc, ça, je ne vous présente pas Marc Bossier, qui nous fait vraiment un vrai plaisir de participer à notre émission. C'est sympa. Oh, c'est vrai, c'est vachement plaisant. Et puis, qui va nous faire le point sur l'infiltration, globalement. Parce qu'il se passe des choses, là. Il se passe comme toujours des choses. Mais alors, avant de rentrer dans les questions, on a eu l'impression d'une très belle embellie, assez forte au bout du compte. Un petit tassement, puis là, on ressent bien qu'il se passe beaucoup de choses et qu'on est en train de repartir de nouveau et que ça reprend une place extrêmement importante dans notre pratique. Donc, je pense que tu vas nous mettre tout ça au point. Tout à fait raison. Voilà. L'ensemble de ces travaux a permis de préciser un petit peu les choses, les indications où ça marchait, les indications où ça marchait bien, un peu moins bien. Et puis, comme tu l'as dit, Luc, ça s'est un petit peu tassé, puisqu'il y a eu quelques résultats négatifs qui étaient surtout dus à des problèmes méthodologiques. Et puis ça revient. Pourquoi ça revient? C'est qu'on est en plein dans le fast-track, on est en plein dans l'ambulatoire, on est en plein dans une gestion, on va dire, un petit peu simplifiée des douleurs, et notamment en chirurgie abdominale. Et donc, c'est pour ça qu'on reparle de ces techniques d'infiltration. Alors, ces techniques d'infiltration, elles correspondent à une évolution des techniques d'analgésie loco-régionale, une évolution vers la simplicité, vers une bonne tolérance, vers un caractère mini-invasif qui suit le développement des techniques chirurgicales, avec un impact favorable sur la réhabilitation, parce que vous savez qu'un des problèmes des techniques analgésiques, notamment de blocs périmédulaires dans cette chirurgie-là, c'est que ce que vous gagnez sur la douleur, vous allez un petit peu le perdre par certains effets indésirables. Donc en termes de réhabilitation, ça peut être très très intéressant de développer des techniques simples, sûres, efficaces, et puis surtout qui peuvent être pratiquées chez pratiquement tous les patients, les personnes âgées, les personnes qui prennent des anticoagulants. Donc chacun peut en bénéficier, et ça, en termes de santé publique, ça a un réel impact. Les techniques d'infiltration, elles sont basées sur le fait qu'avec la chirurgie mini-invasive, la majorité de la douleur, de la composante douloureuse après une cœlioscopie, par exemple, elle est issue de la paroi. Ce n'est pas du tout issu des stimulations nociceptives viscérales ou, comme on l'avait auparavant sur des cœlioscopies qui duraient très longtemps, des douleurs scapulaires, avec des pressions d'insufflation très élevées. Tout ça a complètement changé. Maintenant, les chirurgiens travaillent avec des pressions d'insufflation basses. On sait que la composante la plus importante de la douleur après cœlioscopie, c'est une composante pariétale. Ça vous est illustré dans ce travail qui a presque 15 ans déjà, et qui montrait clairement que c'était la douleur pariétale qui était la plus importante, d'où l'intérêt d'essayer de gommer cette douleur pariétale. Et vous voyez que dans ces recommandations, qui sont des recommandations internationales, publiées en 2012, pour prendre en charge la douleur après une cœlioscopie pour une résection colorectale, eh bien, les techniques d'infiltration sont clairement positionnées comme la recommandation la plus forte. Vous voyez que la conclusion, c'est même que l'infiltration des orifices de trocar, de l'incision chirurgicale, est probablement une des techniques dans une prise en charge multimodale, une des techniques qui a sa place, et que sur cette chirurgie mini-invasive, le gold standard qui était la péridurale n'a probablement plus toute sa place. Donc vous voyez qu'on positionne ces techniques-là. Alors, bien sûr, l'autre technique dont on vient de vous parler, des techniques qui vous a été montrée par Sébastien, c'est le TAP. Alors le TAP versus l'infiltration, il y a plusieurs travaux comparatifs. Je vous prends celui-là puisqu'il est récent, il est de 2015. Il montre que TAP versus infiltration, sur ce qui est des
de l'intensité douloureuse. Au repos ou à la mobilisation, c'est exactement la même chose. Par contre, les consommations dentalgiques, les consommations morphiniques post-opératoires sont un petit peu supérieures dans le groupe infiltration par rapport au groupe TAP, et probablement puisqu'il y a une petite différence sur la durée d'analgésie. Une autre comparaison sur les techniques de célioscopie, c'est de la cholécystectomie par célioscopie. Et là, les opérateurs ont comparé le TAP bloc avec l'infiltration simple des orifices de trocar sur la cholécystectomie en ambu. Qu'est-ce qu'il montre? Il montre qu'au niveau analgésique, c'est exactement la même chose. Probablement la petite différence avec le travail que je vous ai présenté auparavant, c'est que c'était de la colectomie, donc avec une stimulation douloureuse qui dure un peu plus longtemps que la cholécystectomie, qui expliquait un recours un peu plus fréquent à la morphine dans le groupe infiltration, alors que là, c'est du TAP versus infiltration pour de la cholécystectomie en ambulatoire, et c'est exactement la même chose. La seule différence dans ce travail-là, bien sûr, c'est que le TAP était un peu plus long à réaliser. Mais, vous voyez que sur les chiffres de douleur qui sont parfaitement bien contrôlés, c'est la figure de droite, les choses sont pareilles. Alors, bien sûr, on peut poursuivre. L'idée, c'est d'appliquer ces techniques d'infiltration à des chirurgies un petit peu plus douloureuses, et on peut poursuivre l'analgésie par infiltration soit en mettant, et ça sera l'avenir, des anesthésiques locaux de longue durée, mais je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler un jour ici, soit en mettant un cathéter dans la cicatrice qui va permettre la perfusion d'anesthésique locale. Le concept, c'est quoi? C'est toujours de l'analgésie multimodale, c'est pas du tout quelque chose de magique, ça s'inclut dans des techniques multimodales. La prévalence de la composante pariétale, on en a parlé. Les phénomènes locaux d'hyperalgésie, de boucle réflexe, on espère que ce soit bloqué par l'administration d'anesthésiques locaux. Et enfin, c'est tout ce concept d'analgésie mini-invasive. Vous voyez qu'on place ces cathéters multiperforés, qui peuvent être des tout petits cathéters dans des cicatrices, directement dans les cicatrices, plutôt dans les plans profonds. La peau n'est pas la composante douloureuse principale sur une incision. Il faut aller dans des plans un petit peu profonds. Et ces infiltrations continues cicatricielles sur de la chirurgie colique. Ici, vous avez une méta-analyse sur de la chirurgie majeure abdominale qui compare l'infiltration continue avec la péridurale. Vous voyez que sur les douleurs au repos, il n'y a, dans l'ensemble de ces travaux comparatifs, aucune différence entre l'infiltration cicatricielle et l'analgésie péridurale, tant sur les douleurs au repos que sur les douleurs à la mobilisation. Et sur cette méta-analyse, les conclusions, elles sont très très simples. C'est que, en tout cas, le cathéter, il n'est pas inférieur à la péridurale dans cette chirurgie-là sur l'incidence de douleur, ce qui est quand même extrêmement intéressant comme résultat. Alors, l'autre intérêt des infiltrations cicatricielles, c'est pour ça que Luc disait dans sa petite intro qu'on en reparlait beaucoup actuellement, c'est qu'on en reparle beaucoup puisque c'est des techniques qui sont très sûres, qui peuvent être gérées très facilement chez des patients qui rentrent rapidement chez eux ou qui sont dans des secteurs de surveillance, on va dire, standard, des hospitalisations conventionnelles. Pourquoi? Puisque il n'y a aucune répercussion générale quand on emploie les bonnes doses, c'est en général les concentrations assez faibles. Les infections de site opératoire, elles sont plutôt réduites par l'infiltration cicatricielle. On sait maintenant, il y a de nombreux papiers qui montrent que l'anesthésique locale dans la cicatrice a tendance à améliorer la cicatrisation et non pas à la retarder. La toxicité générale, il n'y en a pas, et les problèmes mécaniques, il n'y en a quasiment pas. Donc vous voyez que c'est vraiment une technique qui s'adresse à tous les patients, dans tous les contextes, et qui suit le développement de ces techniques de fast-track, voire l'aboutissement du fast-track qui est l'ambulatoire. Voilà ce qui me paraissait important de faire passer comme message sur les infiltrations en chirurgie abdominale. Eh bien, merci.
Merci pour avec cette, plaisir. pour cette mise à jour. Bon, évidemment, moi j'ai une. J'ai un peu les abdos. Oui, je vais mettre à côté. C'est mes abdos. J'ai une première question. J'ai des gros abdos. C'est bon, on a vu qu'on est revenu avec l'ambulatoire, effectivement, comme tu le dis, à déposer de l'ALR partout pour favoriser les sorties dans des bonnes conditions. Moi, j'ai une question là qui est tout à fait indépendante de notre sponsor, mais est-ce qu'il y a eu une évolution aussi dans le matériel? Parce que toi, tu as connu quasiment, tu as participé à la création de ces premiers cathéters. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu des améliorations, des débits qui sont vraiment très très fiables du début à la fin? Ouais. Est-ce que le coût aussi a baissé un peu? Où est-ce qu'on en est? Bien sûr. Parce que ça, c'est un sujet quand même qui a été... Alors, c'était un frein aussi. Tu as tout à fait raison. Autant pour les toutes petites cicatrices, je pense que le cathéter, la performance du cathéter n'est pas très très important. Autant dès qu'on a des cicatrices de plus de 5 cm, il est important que la diffusion de l'anesthésique locale soit homogène tout le long de l'incision. Et là, on sait que le matériel dont on dispose actuellement permet une diffusion homogène de cette anesthésique locale, même à des concentrations, à des débits qui sont très faibles, ce qui est très très important, pour permettre de couvrir l'ensemble de la cicatrice. Les coûts, ils ont bénéficié d'une certaine forme de concurrence et ils ont baissé. Toujours, hein. Donc, voilà. Ceci dit, le coût dans une stratégie multimodale, sur une intervention chirurgicale, comme tu le sais, c'est peanuts. D'accord. C'est rien. Est-ce que tu as connaissance de gens qui ont utilisé ça en ambulatoire, en des cathéters? Alors, on sait que les cathéters intra-articulaires, il y en a qui l'ont déjà fait. Il y en a qui l'ont fait, qui ont fait de l'intra-articulaire. Mais au niveau digestif, c'est encore plus facile à utiliser sur du digestif. Il y a même des équipes qui avaient mis ça sur les hernies inguinales pendant un moment. Ah oui. C'est très simple à utiliser et comme le cathéter perfuse l'anesthésique locale, et il suffit, une fois que la pompe de perfusion est vide, d'expliquer au patient qu'il doit simplement tirer sur le cathéter. Donc c'est un geste qui est complètement indolore, qui ne signe pas l'arrêt de l'analgésie, puisque l'anesthésique locale va continuer à faire effet pendant quelques heures derrière. Et c'est une gestion à domicile. À partir du moment où le patient est informé, qu'il a bien compris, et ça peut se faire extemporané lors de l'appel J+1 ou lors de l'appel J+2, qu'il a bien compris comment ça se passe, il n'y a absolument aucun problème pour gérer ça à domicile. Au contraire, il y a des équipes qui montrent que ça marche très bien. Sur une colectomie sous célioscopie, tu aurais tendance à faire les trous de trocar, parce que clairement tu nous as, ce qu'on le sait depuis maintenant 2-3 ans, que tout trocar égale tape, donc ça n'amène pas grand chose. Est-ce que sur les cicatrices de la petite, au moment où ils font la cicatrice pour sortir le côlon, est-ce que tu as tendance à mettre des cathéters? Est-ce que ça t'évite de mettre des PCA, ou alors c'est un élément de plus dans le multimodal? Où est-ce que tu en es là-dessus? Alors oui, on a tendance à mettre des cathéters, parce que cette petite cicatrice, comme tu sais, elle est assez douloureuse. Puisque très souvent les chirurgiens minimisent la taille de la cicatrice et pour sortir la pièce opératoire, ils sont obligés quand même de tirer un petit peu dessus, ce qui donne des cicatrices d'extraction de pièces souvent assez douloureuses. C'est même la principale composante de la douleur après colectomie par célio. Donc ce qu'on fait, c'est bien sûr les trous de trocar. Je pense qu'il faut infiltrer les trous de trocar, faire un tape sur les trous de trocar et déposer un cathéter cicatriciel sur cette cicatrice d'extraction de pièces. C'est, je le répète, c'est pas un dispositif magique, c'est un dispositif qui va faire partie d'une stratégie multimodale. Mais depuis qu'on fait ça, il nous arrive d'avoir des côlons où il n'y a aucun recours à la morphine en post-opératoire, ce qui était inimaginable il y a 10 ans. Oui, c'est sûr. Colectomie sans morphine en post-opératoire, c'était inimaginable. Avec cette technique-là, on y arrive maintenant. Pas dans tous les cas. Il y a de temps en temps des faibles consommations d'opiacés, des patients qui ont besoin d'un petit peu d'opiacés, mais en tout cas, on réduit toujours très fortement la consommation. Alors, par exemple, poussons le bouchon, puisqu'en fait, c'est un peu ce que tu as présenté dans le papier. Prenons un rectum. Un rectum sous célioscopie. C'est vrai que, en tout cas, nous ici, on a tendance à continuer à faire même si c'est sous célioscopie, il y en a certains d'entre nous qui ont tendance à mettre une péridurale, trouvant que c'est pas toujours parfait en post-opératoire. Oui, bon, tu as raison, puisque probablement, cette chirurgie, elle est un peu plus profonde. C'est ça.
Il y a des dissections qui sont... Elle est un peu moins sur le pariétale, la glace, douleur, elle est un c'est peu ça. moins D'accord, pariétale. ok, je comprends. Mais donc ça peut rester cette chirurgie périnéale, ça peut rester une indication De péridurale. de péridurale. C'est une des- ouais. Mais comme tu le sais, la péridurale, on ne peut pas la faire à tout le monde. Non, non, Tous non, les c'est clair, patients c'est clair. ne peuvent pas en bénéficier. C'est parfois difficile à gérer en post-opératoire. Donc, dans ces cas-là, il faut positionner le cathéter peut-être un peu en deuxième intention, les techniques d'infiltration en deuxième intention, et toujours dans le cadre d'une analgésie multimodale. Alors là, on en profite. Hein, on a une question de Paris qui nous pose. Nous avons des résultats mitigés concernant les cathéters péricicatriciels. Pourquoi le matériel? Donc Lamante a répondu non. Alors positionnement du cathéter. Ouais, ça c'est primordial. Les résultats mitigés, malheureusement, il y a eu même des travaux qui ont montré des résultats un peu décevants. On retrouve toujours les mêmes facteurs à l'origine des échecs. Toujours. C'est, premièrement, un débit de perfusion mal adapté. Deuxièmement, on en a parlé, un cathéter qui n'est pas un cathéter performant, où tout sort au premier trou, il n'y a pas une diffusion homogène de l'anesthésique locale. Troisièmement, c'est la position de ce cathéter, et on sait maintenant que ce cathéter, il doit être positionné dans des plans plutôt profonds pour couvrir la paroi, la couche musculo-aponévrotique, voire en dessous le péritoine pariétal. Donc c'est ça la position pré-péritonéale en chirurgie abdominale. C'est entre le péritoine pariétal et la paroi musculo-aponévrotique. Mettre un cathéter dans la couche sous-cutanée après une incision abdominale, eh bien ça n'apporte strictement rien, et ça a été montré. Donc il faut le mettre le bon cathéter au bon endroit, avec le bon débit de perfusion, et on augmente ses chances de réussite. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Une petite question pour Sébastien. Quelle est la dose maximale pour la ropuriquine pour les blocs de paroi? C'est une super bonne question. La dose maximale Parce que justement, il y a des petits seuils toxiques assez 220 rapides. mg. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, merci. Voilà. C'est 220 mg. J'aurais jamais dit ça. C'est Mais 20 bon. millilitres, quoi. C'est la dose C'est maximale, c'est c'est le les RCP. C'est les RCP. Alors, vas-y. Donc ça correspond quand même à 30 ml de la forme A7.5, donc vous voyez que ça laisse, Largement on a le moins, champ. ouais. ça laisse Non, parce que t'as quand même pas mal. certaine T'as marge 2-3 thérapeutique. papiers qui ont montré qu'avec effectivement de la Ropi à 7,5, si tu mettais 40, tu atteignais des seuils très très rapidement, très rapidement. sans qu'il y ait de signe clinique souvent d'ailleurs. Absolument. Hein. Absolument. Il y Tout a à un pic fait. de résorption qui est rapide, donc moi je conseille qu'on en mette quand même moins. En général, d'abord on n'utilise plus la 7.5 pour ces blocs. Et puis, comme tu l'as dit, les volumes, c'est 20 millilitres, c'est aux alentours de 20 millilitres. Donc je pense que 20 millilitres avec une concentration à 0,475 ou 0,375, eh ben, ça va très très bien. Surtout qu'au bout d'un moment, il n'y a pas d'effet de volume sur la diffusion, et c'est pas parce que tu vas en mettre 60 ml que tu vas te retrouver avec une distribution qui va se faire c'est sur sûr. toute ta paroi transverse. Tout à fait. Alors, raison. Ça sert à rien. le frein au bout du compte du cicatriciel, c'est l'anesthésiste ou c'est le chirurgien? Ben, C'est qui le frein? Pourquoi C'est le aujourd'hui? chirurgien. Parce qu'il n'est pas C'est une formé. émission d'anesthésiste. Non, non, mais parce qu'il n'est pas formé. C'est pas une décision de chirurgien. Est-ce que c'est parce que les laboratoires ne prennent pas le temps de former les chirurgiens? Parce qu'il y a c'est un vrai sujet qu'on pourrait se poser. À l'époque, je me souviens d'un laboratoire qui nous a quittés, qui avait des produits qui sont génériqués, qui mettait beaucoup d'investissements auprès des chirurgiens dans des zones de formation pour leur apprendre à les poser. Oui. Est-ce que c'est Bah, qui? C'est nous? Le signe, Est-ce que nous, on est frein? il y a un signe qui me paraît important, c'est que l'expérience auquel tu fais référence, Oui. qui a été positive, de former des équipes chirurgicales, eh bien, il se trouve que 10 ans après, ces équipes-là continuent à utiliser le cathéter C'est cicatriciel. un acquis, quoi. Ce qui veut bien dire Ouais. que ça apporte quelque chose. Ouais, En général, les chirurgiens, quand ça ne marche pas, ils laissent tomber relativement rapidement. Non, je crois qu'il y a encore une crainte des équipes chirurgicales sur les aspects locaux, infection de site opératoire, problème de cicatrisation. C'est une crainte qui n'est pas justifiée, bien au contraire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Ouais, tu il disais y a que c'était maintenant même pour la cicatrisation. ça améliore la cicatrisation, ça réduit les risques d'infection de sites opératoires. Donc il faut faire de la formation auprès des chirurgiens. Et puis surtout, je crois qu'il faut que nous, Ouais, de c'est ça, notre on soit plus côté, agressif, on peut-être, on utilise, on met toutes les chances de succès de notre côté Ouais, pour c'est que ça. les chirurgiens se rendent compte que ça marche, que ça fonctionne. Alors comme il y a cette tendance sur le développement de l'ambulatoire et du fast-track et que ça commence vraiment à diffuser dans le milieu chirurgical, on peut espérer qu'ils s'y remettent et qu'ils redeviennent vraiment partie prenante Ouais, dans le c'est ça. développement de cette technique. Oui, c'est sûr.
peut espérer en tout cas. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai une petite question, Marc. Tu parlais tout à l'heure des produits de très longue durée d'action. Tu pensais à l'Exparel. Ouais, Est-ce que pour le moment, ou à d'autres, hein, ouais. mais est-ce que pour le moment, comme on a l'air périphérique, on a des adjuvants pour la paroi qui permettraient de passer à un cap ou de passer au-delà de, je sais pas, des 18-20 heures? Est-ce quelque chose qui ont été faites sur les adjuvants et les blocs de paroi? Alors sur les adjuvants, il y a un travail qui montre que pour ce qui est de la dexaméthasone, eh bien, on retrouve ce qu'on connaît en ALR périphérique. IV, c'est pareil, d'accord. IV et local, c'est pareil. Il y a des travaux qui ont mis des AINS avec des résultats plutôt décevants. D'accord. Et puis, eh bien, les alpha-2 agonistes, pour l'instant, aussi plutôt ça systémique. apporte rien. Ça apporte rien quand on utilise des anesthésiques locaux de longue durée, si ce n'est des effets secondaires qui viennent contrecarrer l'intérêt de ces techniques. Utilisation de produits purs. Local Voilà. pur. Voilà. Pour l'instant, c'est ce qu'on fait. On a une question qui est intéressante. Est-ce que d'infiltrer les orifices de trocar avant leur mise en place est plus bénéfique que de le faire en cours d'intervention? Oui, c'est ce qu'on fait. Il n'y a pas de travaux qui montrent clairement cet intérêt. Sur le plan théorique, c'est très séduisant, cette histoire d'analgésie préventive. Alors c'est vrai qu'en péropératoire, c'est toujours bien. Ça fait une stimulation au moins, ça nous permet d'avoir une anesthésie plus légère, une analgésie péropératoire plus légère. Donc c'est anesthésier les trous. Voilà, c'est dans une optique de opiate-free anesthésia, comme tu sais, c'est un peu à la mode, peut-être qu'on y viendra un jour, ça peut être intéressant de le faire avant. Sur le plan de la gestion de la douleur, c'est très séduisant de se dire on va abolir la stimulation nociceptive avant même sa genèse, avec ce concept d'analgésie préventive. Ça ne marche pas trop bien. Donc ça n'a pas fait la preuve de son intérêt. Pour le moment, nous on le fait et on le fait aussi, et nos chirurgiens le font aussi, puisque le faire en fin d'intervention de temps en temps sur les orifices de trocar, ça fait un petit peu saigner. D'accord. Et quand ils ferment, ça fait un petit peu saigner, et ils préfèrent le faire avant l'incision. Donc nous on les laisse, Donc ils prennent une aiguille verte, ils descendent, ils infiltrent, ils mettent leur trocar ensuite dans le même endroit. Absolument. Alors moi j'allais te poser la même question en te demandant s'il y avait des travaux faits par des anesthésistes où eux-mêmes faisaient une sorte de bloc intermusculaire avant sous écho, parce qu'on a l'écho et que parfois on peut être peut-être plus spécifique qu'eux, parce qu'en fait ils font de la grosse traçante intermusculaire, quoi. C'est pas un truc très joli, quoi. T'en viens aux tapes à ce moment-là, t'en viens à des tapes ou à des blocs des droits. Alors il faut faire attention, puisqu'avec les orifices de trocar, comme tu sais, ça peut être un peu sus-ombilical ou sous-ombilical, et puis souvent il y a même les deux, et donc avec ton tape, tu couvriras pas, avec ton tape comme tu l'as décrit toi tout à l'heure, tu vas pas couvrir au-dessus de l'ombilic. Si tu as un trocar au-dessus de l'ombilic, et il y a quand même souvent un trocar au-dessus de l'ombilic, il faut faire un deuxième tape. Donc là c'est les chirurgiens qui les font. Ça commence à faire un peu beaucoup là. Enfin vraiment beaucoup diluer nos produits. Bon, écoute, merci, c'était vraiment super. Avec plaisir, merci de votre invitation. Ta participation nous a vraiment fait beaucoup de plaisir. On va donner la parole à Sébastien qui va nous faire l'article du mois. Super. Comme c'est régulier. Très bien. Voilà, Sébastien. Je peux rester avec vous. Je vais pas vous faire un article du mois, mais je vais en faire 2. Non, 3. 3. Parce que jamais 203. Il n'arrête jamais rien. Donc, en fait, c'est pas 3 articles du mois. Je vais prendre un article que je vous conseille de lire, parce que vous n'aurez peut-être pas envie d'aller le lire, car ça ne concerne pas les anesthésistes, mais des praticiens qui font de la douleur chronique. Après, je vais aller plus loin qu'un seul article, mais sur un numéro complet à aller voir, et au moins à connaître, parce que vous aurez dedans des éléments intéressants. Et enfin, je terminerai sur un article du mois qui fait bien le lien avec ce que disait Marc, parce que justement, je vais parler de cathéter à domicile et de patients qui retirent eux-mêmes leur cathéter à domicile. Donc, je vais commencer avec la première référence, qui est une référence, on va peut-être passer la diapo si c'est possible, qui est une référence, je n'ai pas donné mes diapos, c'est ça, vous allez me dire, voilà, qui est une référence donc, qui n'intéresse pas que les anesthésistes, mais aussi des praticiens qui font de la douleur chronique. Et c'est un travail intéressant parce qu'ils ont donné la conduite à tenir en fonction du type de bloc et du risque hémorragique pour tous les anticoagulants, que ce soit des antiagrégants, des anti-inflammatoires, les AVK, les nouveaux anticoagulants directs. Donc vous avez l'ensemble et vous avez en fonction du risque, donc ça peut être un risque hémorragique majeur, donc pour des procédures qui vont être très risquées, donc tout ce qui peut être neuraxial. Et puis après, vous allez aller sur des blocs qui sont beaucoup moins risqués en termes hémorragiques par la réalisation du bloc,
pas sur le plan chirurgical. Et vous avez après des orientations qui sont faites de ces gestions. Donc ça, c'est assez intéressant. On n'a pas forcément envie d'aller le lire parce que ça n'intéresse pas du tout l'ALR, mais ça intéresse les praticiens qui font de la douleur chronique et des actes invasifs de douleur chronique. Mais ça peut vraiment nous aider pour pouvoir s'orienter. Le deuxième point, c'est plus qu'un article, c'est un numéro, c'est le dernier numéro d'RAPM, on va vous le montrer. Et ce qui est intéressant sur ce dernier numéro d'RAPM, c'est quand on regarde tous les articles en fait, c'est de l'evidence-based medicine sur l'échographie à l'heure actuelle pour la LR, et tout va dans le sens, même si parfois il n'y a pas des éléments qui sont très très puissants, mais en tout cas on a une nette amélioration de ce que l'on fait grâce à l'échographie. Donc pour les gens qui ne sont pas encore convertis, ben ça c'est juste des éléments qui pourront vous convertir à passer à l'échographie pour l'ensemble des blocs périphériques ou même neuraxiaux. Donc ça c'est intéressant à lire, ça fait partie donc des derniers articles que vous retrouvez dans RAPM. Enfin, l'article sur lequel je vais m'arrêter 3 minutes, qui est l'article que je trouve intéressant, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est pas moi qui l'ai découvert. On me l'a proposé, ou en tout cas on m'avait demandé de le chercher. Et en regardant la référence, j'ai trouvé qu'effectivement c'était un article intéressant qui est paru dans Anesthesia et qui concerne le cathéter périneural après chirurgie orthopédique de l'épaule, cathéter périneural qui était mis chez des patients qui retournaient à domicile. Alors c'est du domicile un peu étonnant parce que c'est du domicile de Nouvelle-Zélande, vous verrez, mais en tout cas les patients retournaient tous au moins à J1 ou G2 avec leur cathéter interscalénique. La question qui s'était posée, c'était que le cathéter périneural interscalénique est un véritable challenge logistique et technique. C'était grévé quand même de pas mal de complications. Et ils ont essayé de voir si effectivement, sur une très grosse série, il y a 1500 cathéters, en prenant 5% de complications, et bien effectivement, est-ce que c'était gênant ? On voit qu'il y a quand même de nombreux types de chirurgies, puisque vous avez 50% de coiffe, des chirurgies d'instabilité de l'épaule et même des prothèses totales d'épaule qui étaient faites en ambulatoire, ou l'équivalent, c'est-à-dire sorties à J1. La plupart des blocs étaient réalisés sous échographie, 82%. Dans le champ, en dehors du champ, ils s'en fichaient. Après, vous aviez ces cathéters qui étaient reliés soit à des pompes élastomériques, soit à des pompes électroniques. Et puis, c'était retiré directement par le patient à domicile. C'était fait par l'aide de personnes. On le retirait et ils déterminaient l'incidence des complications. Ce qui est super intéressant, c'est de voir les résultats qu'on a aussi bien en termes d'analgésie qu'en termes de durée de maintien du cathéter. Vous allez voir, le cathéter était maintenu quasiment 3-4 jours. Dans 80%, le cathéter était gardé 3-4 jours au-delà de la chirurgie, donc au moins 2 ou 3 jours à la maison, était retiré directement par le patient, sans appel de personne. Le seul contact qu'il y avait était un contact téléphonique. Il n'y avait pas d'infirmière, il n'y avait rien. Et quand on regarde ici les médianes de douleur chez ces patients, on était à 2, donc quasiment rien du tout, et une consommation d'opioïdes qui était vraiment très 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 faible, 12%. Donc vraiment quelque chose de très très efficace, c'est ce qu'on savait. Le cathéter, ça marche très bien et très longtemps pour la chirurgie orthopédique de l'épaule. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'embu. Et quand on regarde maintenant les résultats en termes de complications, eh bien vous pouvez vous rendre compte que les complications, c'était quasiment peanuts. Il y avait 70% de non-nausées, donc 30% de gens qui avaient des nausées sévères, moyennes ou modérées. La dyspnée, il n'y avait quasiment rien. Et les troubles des dysphonies, il n'y en avait quasiment pas non plus. Ou en tout cas, c'était des troubles qui ne généraient pas une consultation par un praticien. C'était juste une gêne que reportaient les patients. Donc vraiment quelque chose de très très intéressant. Et quand on regarde le dernier item qui est vraiment aussi assez rigolo, qui est la douleur après le retrait du cathéter, eh ben on a un taux de douleur qui est vraiment très faible. Donc en gros, et là c'est la conclusion qui est vraiment intéressante et qui peut peut-être habiliter, comme disait Marc, il y a les cathéters de paroi qu'on peut probablement avoir à domicile. On a arrêté les cathéters périnerveux parce qu'on s'est dit que c'était compliqué à gérer et parce qu'on avait des adjuvants qui pouvaient être intéressants. Ok, mais on n'obtient pas ces 3-4 jours d'analgésie comme il le propose, avec pas beaucoup de complications et surtout une gestion simple, puisque là c'était simplement retrait par le patient à la maison. Donc c'est juste pour remettre un petit peu le cathéter sur des rails parce qu'on n'en parle plus, et ça reste pourtant une technique vraiment vraiment très intéressante pour des chirurgies très douloureuses. Pour le membre sup, c'est plus simple, il n'y a pas de déambulation à la maison qui soit gênée par le membre sup, donc quelque chose de vraiment très intéressant. Donc voilà les quelques revues à lire ou articles sur lesquels vous pouvez aller trouver des éléments intéressants. Eh ben, écoute, merci pour cet article. Je suis quand même une petite question
qui remplit, tu comprends, ok, le patient retire lui-même son cathéter, mais tu as quand même la pompe élastomérique. Alors, sur la pompe élastomérique, oui, mais il y avait 5, justement, après, ils sont passés sur les pompes électroniques avec des réservoirs qui étaient beaucoup plus grands, donc ils étaient moins gênés. Mais ils sortaient à J1, donc les cathéters, ils sortaient entre J1 et J2. C'est pas de l'embut. C'est ce que je disais, mais t'écoutais pas. Non, comme d'habitude. Mais c'était entre J1 et J2. C'était un embut de Nouvelle-Zélande. Non, jamais. Mais c'était pas un embut, c'était un embut de Nouvelle-Zélande, et donc ils partaient à J1 ou J2. Et c'est pas le patient qui était ambulatoire, c'était le cathéter qui était ambulatoire. Donc le cathéter, c'est la gestion à domicile du cathéter, et les patients avaient un cathéter qui ne restait que 36-48 heures, 24-48 heures. Donc ça, on a largement suffisamment de quantité pour le faire. Bien, écoutez, il est temps de conclure. Je vous rappelle à tous que la prochaine émission va avoir lieu le 16 juin. L'appel du 16 juin. L'appel du 16 juin et bien évidemment le sujet, vous le découvrirez. Voilà, on aime bien les petites surprises à Galien. Et en tout cas, merci une fois de plus encore à Marc d'être là. Merci de votre invitation. La grève, la pluie, les embouteillages, et d'enrichir l'absence de GPS, enfin tout quoi. Il a tout fait quoi. Ah, c'est vrai qu'il a tout fait. Il a été nickel. Voilà. Eh bien merci. À bientôt. Au revoir, à bientôt.